Bridging the School to Work Transition for Youth. This will be all about the experiences of young people entering and navigating the workforce and the training and guidance services available to them. So while the pandemic has impacted all of us, young adults specifically have felt the negative impacts on all levels, and including economically, mentally, socially, professionally. So really the discussion today will cover how the skills ecosystem can better serve youth and young people as they transition from school to work. Dans le cadre de la transition des études au travail et les possibilités qui existent de mobiliser les jeunes racialisés et insuffisamment desservis en comprenant l'impact de la pandémie sur la formation et l'impact des nouvelles technologies sur le paysage de la formation. Nous avons donc amplement matière à discussion aujourd'hui. S'agissant du Centre des compétences futures et de Magnet, le Centre des compétences futures mène plus de 60 projets de mobilisation des jeunes visant à relever certains des défis intégrés dans la transition des études au travail. Recyclage pour les carrières en demande, mesures visant à pallier les pénuries d'emplois. Magnet collabore étroitement avec le CCF à titre de partenaire de technologie dans plusieurs projets. Nous proposons l'infrastructure numérique qui alimente le développement de la main-d'œuvre. L'objectif de Magnet consiste à habiliter les jeunes afin qu'ils puissent retrouver leurs prochaines possibilités et réussir sur un marché du travail dynamique et en constante évolution. Nous travaillons souvent en étroite collaboration dans le cadre de ces initiatives. Pour cette conversation, Magnet a établi un partenariat avec des fournisseurs de solutions de technologie Orbis Communications pour créer la plus grande plateforme de recrutement sur campus au Canada. C'est un élément clé de notre entretien aujourd'hui. Par l'intermédiaire du réseau Magnet, il est possible d'être relié à cette plateforme de recrutement sur campus. C'est excellent pour permettre aux étudiants de rejoindre les employeurs. Nous sommes reliés à plus de 120 établissements postsecondaires dans notre réseau. Et les employeurs qui ont un compte Magnet peuvent trouver des talents étudiants, demander des subventions du gouvernement pour subventionner l'emploi de ces mêmes jeunes. Il s'agit d'un projet qui a énormément réussi depuis quelques années et qui est en forte demande. Nous espérons que nous pourrons commenter davantage les éléments que je viens d'évoquer. Ne manquez pas de visiter notre site web pour en apprendre davantage et un collègue a ajouté le lien dans la boîte de dialogue. À présent, nous allons donner la parole à Rachel Taheri, qui va approfondir les défis et solutions que doivent actuellement relever de nombreux jeunes adultes dans leur transition à la vie au travail et dans leur première perspective de carrière. Ensuite, nous allons entendre un panel de leaders dans le cadre d'une discussion animée par Elise Watkins, consultante en initiative stratégique au Centre des compétences futures, suivie par une brève période de questions. Après la période de questions, nous sommes très heureux de proposer une réception de réseautage avec les panélistes. Il s'agira d'une série de groupes de discussion, chacun avec un panéliste. Vous aurez la possibilité de vous entretenir directement avec les panélistes afin d'évoquer les thèmes qui auront été commentés pendant les séances, ce qui vous permettra de poser des questions aux panélistes, de partager vos expériences et vos aperçus, d'explorer, de réseauter avec d'autres personnes dans la séance en petits groupes que vous aurez choisi. Je suis très heureuse de présenter Rachel Taheri, qui est analyste en évaluation de la recherche au Centre des compétences futures. Dans ses recherches, elle s'intéresse à l'avenir du travail, aux économies numériques et aux échanges internationaux. Rachel Taheri est titulaire d'une maîtrise de la Monk School of Global Affairs and Public Policy à l'Université de Toronto, avec une spécialisation dans les marchés mondiaux. Rachel, à vous. Merci beaucoup pour cette aimable présentation, Nasri. Donc, merci encore une fois. Nous sommes ici pour parler des transitions entre les études et le travail. Il s'agit de l'un des moments les plus emballants et les plus inquiétants de la vie d'une jeune personne. Les jeunes vont chercher leur fortune dans le monde par le biais d'un emploi qui est signifiant pour eux, qui est conforme à leurs objectifs, à leurs valeurs. Ils recherchent également l'indépendance économique et cela peut impliquer un équilibre délicat à établir. C'est le moment
auxquels les jeunes se préparent, qu'ils prévoient depuis des années. Les jeunes qui se lancent sur le marché du travail aujourd'hui ont besoin de beaucoup de courage. Excellente nouvelle, les jeunes aujourd'hui au Canada sont plus instruits que toutes les générations antérieures. Un nombre croissant de jeunes parviennent à des degrés de scolarisation de plus en plus élevés. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la transition des études au milieu de travail, quand dans le monde ainsi qu'au Canada, nous savons que l'éducation est associée à un niveau plus élevé de probabilité de trouver un emploi et de gagner davantage d'argent dans cet emploi et de trouver un emploi que l'on considérait comme étant de qualité. Des emplois qui confèrent par exemple des avantages sociaux, des horaires stables, des cultures positives au milieu de travail et une autonomie au niveau des compétences. Quand vous songez que l'éducation vous donne un coup de pouce dans la transition des études au milieu de travail, il s'agirait des rendements, ce que l'on appelle les rendements de l'éducation. Toutefois, malgré la progression des degrés de scolarisation, bon nombre de jeunes doivent toujours surmonter de nombreux obstacles dans la recherche d'un emploi après leurs études. Ces difficultés appartiennent à trois catégories. D'abord, l'éducation elle-même. L'éducation joue un rôle critique car nous savons que certains jeunes éprouvent des difficultés lorsqu'il s'agit d'accéder aux études ou d'achever celles-ci à cause d'obstacles personnels ou financiers, bien souvent, ce qui a des conséquences car nous savons que les jeunes possédant un degré de scolarisation équivalent ou inférieur au secondaire ont beaucoup plus de chances d'être au chômage, ce qui, bien entendu, entrave leur transition de l'école au milieu de travail. Deuxième catégorie, les attitudes négatives des employeurs. Certains employeurs considèrent que les jeunes prennent tout pour acquis ou sont paresseux. Ces attitudes sont particulièrement prononcées lorsqu'il s'agit de jeunes ayant des degrés de scolarisation plus faibles ou appartenant à des groupes demandeurs d'équité. Même les jeunes qui ont des degrés de compétences appropriés, des degrés de scolarisation appropriés, doivent toujours surmonter ces obstacles à l'accession au marché du travail. Et justement, en parlant du marché du travail, il s'agit d'un troisième et très important élément fécond en défi pour les jeunes. Les jeunes sont frappés de plein fouet par les récessions et les chocs économiques. Ils ont tendance à être beaucoup plus susceptibles d'être congédiés que le reste de la population. Selon une étude du Centre des compétences futures et de l'Institut Environix, pendant la pandémie, les jeunes avaient plus de chances de devenir chômeurs, de perdre des heures de travail et donc du revenu. Et c'est une tendance qui se confirme à chaque récession. Ce n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises suivent une politique dernière entrée, premier sorti. Si vous êtes le dernier à avoir été embauché, il est fort probable que vous serez le premier à être congédié. Deuxième caractéristique du marché du travail, dont nous parlons beaucoup au Centre des compétences futures, c'est qu'il évolue très rapidement au niveau des exigences en matière de compétences et des emplois qui sont disponibles. Et ce, à cause de grands changements macroéconomiques au niveau de la technologie, de la démographie, de la mobilisation. Lorsque les jeunes sont prêts à entamer leur transition, ils héritent de ces problèmes qu'ils n'ont pas contribué à créer. Cela rend la transition et l'accès au marché du travail et à l'économie difficile, surtout en début de carrière, car la situation est imprévisible. Ce qui est encore plus difficile pour les jeunes à qui il manque un réseau professionnel et des liens familiaux qui peuvent les aider à décrocher un emploi, c'est ce que les chercheurs appellent parfois le capital social. Il y a un élément du marché du travail que nous connaissons bien, c'est que la précarité est en essor depuis les années 1990 et que les jeunes ont beaucoup plus de chances d'occuper des emplois précaires, typiquement des emplois de plus faible qualité à temps partiel, contractuel, temporaire, qui n'offrent pas énormément de sécurité économique ou professionnelle. Bon nombre de jeunes, par exemple, accèdent au marché du travail par le biais de stages non payés. Ce sont des postes qui peuvent paraître précaires, mais qui peuvent conférer aux jeunes une expérience très utile, un investissement dans leur carrière à long terme. Mais cela peut créer un fossé entre les jeunes qui, d'une part, peuvent se permettre de vivre dans la précarité avec un revenu plus faible pendant une période limitée dans l'espoir d'un rendement supérieur à terme, d'une part, et d'autre part, ceux qui ne peuvent pas se permettre de sacrifier une partie de leurs revenus.
Bon nombre de difficultés. Alors, comment pouvons-nous créer des passerelles pour les jeunes afin qu'ils puissent bénéficier d'une transition facilitée des études au travail et comment pouvons-nous leur permettre de franchir cette passerelle plus rapidement? Le temps est important car nous savons qu'une période de chômage prolongée ou une transition trop prolongée des études au milieu du travail peut avoir des conséquences négatives à long terme sur l'emploi et le salaire. J'ai obtenu mon diplôme en 2020 en pleine pandémie. Je suis entré sur un marché du travail très hostile. Je me rappelle qu'à l'époque, lorsque je cherchais cherchais un emploi, je sentais dans mes tripes le tic-toc de l'horloge semaine après semaine. J'éprouvais beaucoup de pression dans la recherche d'un emploi. Non seulement est-ce fort stressant, mais pour certaines personnes, en particulier les personnes qui sont économiquement marginalisées ou désavantagées, cela peut les obliger à réaliser des arbitrages très difficiles entre la recherche d'un emploi, n'importe quel emploi, qui leur permet de payer des factures, de joindre les deux bouts d'une part, et d'autre part, trouver le bon emploi, ce qui peut les obliger à patienter plus longtemps sans toucher de revenus. Comment le problème des transitions entre les études et le milieu de travail a-t-il été abordé jusqu'ici? Au niveau des pouvoirs publics, fédéral, les gouvernements fédéraux et provinciaux, euh, ont pris un certain nombre de mesures en créant des postes subventionnés et en mettant en place des services d'orientation de carrière pour les jeunes. Il s'agit de politiques de marché du travail actives. Les établissements postsecondaires reconnaissent également que les transitions vers le monde du travail sont essentielles et cherchent à les faciliter en proposant des volets d'apprentissage, d'alternance travail-études, d'apprentissage expérientiel ou d'expérience pratique. Les employeurs jouent un rôle critique, bien sûr, dans un marché du travail caractérisé par la pénurie, comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Les employeurs sont davantage disposés à envisager d'investir dans les jeunes pour répondre à leurs besoins en matière de main-d'œuvre. Donc, le Centre des compétences futures a reconnu 8 éléments clés qui permettent de faciliter et d'accélérer les transitions des études au milieu de travail. Ces éléments sont interconnectés. Par exemple, nous avons les compétences et la capacité de communiquer ces compétences aux employeurs. Un titre de qualification est un titre que l'on acquiert. La disponibilité d'emploi, l'information sur le marché du travail et l'orientation de carrière. Comme je l'ai dit, il s'agit de processus interconnectés. Par exemple, l'investissement dans le développement des compétences chez les jeunes ne seront pas fructueux à moins qu'il y ait des emplois disponibles correspondant à leurs compétences, d'où la nécessité d'une approche en parallèle. Compte tenu de tous ces éléments, le Centre des compétences futures a investi, comme l'a dit Nasrine, dans plus de 60 projets axés sur les jeunes comme population cible. Le programme Accent sur la jeunesse comporte 8 projets qui explorent un certain nombre de questions reliées à l'apprentissage portant sur les différents thèmes. Je n'ai pas beaucoup de temps pour passer ces thèmes en revue. Je vous recommande chaleureusement de consulter le bulletin sur l'apprentissage. Je suis certain que quelqu'un va afficher dans la boîte de dialogue un lien vers ce bulletin. Toutefois, je peux vous dire que certains des projets qui sont parrainés par ce programme visent à améliorer le degré de participation des jeunes à l'éducation. Certaines approches visent à réduire le coût des études. Il s'agit du projet Zéro Fille à l'Université de l'Alberta et en facilitant les facteurs habilitants comme la confiance, les compétences et ainsi de suite afin de permettre aux jeunes d'achever leurs études. Deuxième problème, comment les établissements d'enseignement peuvent-ils mieux préparer les jeunes au monde du travail? Ici, nous avons des projets qui portent par exemple sur l'intégration du développement des compétences comme résultat explicite des études en classe. Un autre projet vise à mettre au point conjointement des programmes d'études de concert par les universités et les employeurs pour les diplômés de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques afin de faciliter leur transition vers le milieu de travail.
Comment les jeunes ne possédant pas d'expérience peuvent-ils acquérir une expérience pertinente? C'est le problème de la poule et de l'œuf. Donc, nous proposons un apprentissage intégré et des possibilités de stage pour les jeunes noirs dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, avec un élément d'entrepreneuriat. Nous avons un projet pour encourager les employeurs à embaucher et investir dans les jeunes exclus. Nous proposons un projet de pré-formation éclairé par les avis des employeurs. Comment pouvons-nous mieux intégrer les services à l'appui des jeunes candidats à l'emploi? C'est important parce que les services d'emploi peuvent être fort utiles, mais sont souvent compliqués et dispersés. Le projet Integrate a mis à l'essai une intégration parallèle, j'en parlais par ailleurs, une approche parallèle pour les services d'emploi des jeunes. Pour conclure, les compétences sont très importantes, mais il faut nuancer la définition de ce problème pour les jeunes. Les jeunes possèdent des compétences, possèdent des capacités et sont désireux d'apprendre. Donc, il est tout aussi important non seulement de développer leurs compétences, mais d'accroître la reconnaissance de ces compétences, de faire mieux comprendre l'importance d'investir dans les jeunes et de créer un marché de travail sain au sein duquel les jeunes ont la possibilité de parvenir à leurs aspirations. Nous avons réuni un panel d'experts éminents qui vont évoquer ces problèmes. Je suis très heureuse de vous donner la parole à ma collègue Elise Watkins, qui est consultante en initiative stratégique au Centre des compétences futures et qui va animer la partie suivante de notre événement. Elise a consacré une bonne partie de sa vie personnelle et sa vie professionnelle à une collaboration avec différents organismes afin de favoriser l'équité et l'éducation et le développement des compétences. Élise a rédigé ou co-rédigé un certain nombre d'œuvres au niveau des tendances en matière de politique d'éducation. Elle est actuellement doctorante à l'Université de Toronto. Elle se spécialise dans la politique et le leadership éducatif au plan international. Élise, à vous. Merci beaucoup, Rachel, pour votre présentation et pour votre aimable présentation. Je suis très heureuse de vous présenter notre panel pour cet entretien. Tout d'abord, le docteur Adetola Adesida, qui est co-directeur du programme Élite pour les jeunes noirs. Il est professeur et directeur de division de recherche fondamentale en orthopédie au département de chirurgie de l'Université d'Alberta. Il a achevé ses études à l'école de pharmacie à l'Université de Manchester et a suivi des études postdoctorales au Centre Wellcome Trust de recherche en cellules matricielles à l'Université de Manchester et à la Faculté de médecine de Harvard. Il est boursier de la Faculté de médecine Harvard et du programme de bourse Marie Curie de la Commission européenne. Il est également titulaire du prix des échanges collaboratifs de la Orthopedics Research Society. Il détient plusieurs brevets et a publié plus de 60 articles dans des revues à comité de lecture portant sur l'ingénierie des tissus cartilagineux et la médecine régénérative. Bienvenue, Dr. Adesida. Ensuite, la Dr. Akoswa Alagretenam, qui est directrice générale au First Work, le réseau d'emploi des jeunes de l'Ontario. Avant d'entrer dans l'organisation, la Dr. Alagretenam était professionnelle en affaires publiques. Au sein du ministère provincial des services à l'enfance et à la jeunesse, elle a dirigé la politique relative à la justice des jeunes et à l'opportunité pour les jeunes. Son action vise la promotion des intérêts des jeunes marginalisés. Elle a plus de 6 années d'expérience au sein des pouvoirs publics et 7 années en tant que représentante au conseil d'administration du Women's Center de la région de Peel Interim Place. Elle a fait la preuve de sa capacité à jouer un rôle clé dans l'élaboration des politiques, les communications, les affaires publiques et gouvernementales et l'engagement communautaire. Elle siège actuellement au conseil d'administration de la Coalition canadienne de formation à l'employabilité en milieu communautaire. Notre troisième panéliste, Dr. Uzo Anucha. La Dr. Anucha est professeure adjointe à la faculté de services sociaux à l'Université York. Elle est titulaire de la chaire de recherche de l'Université York sur la jeunesse et les contextes de l'inéquité et elle est directrice académique de YouthRec.
La Dr Anucha conceptualise sa recherche engagée dans la communauté comme un dialogue communautaire axé sur les collaborations équitables avec les parties prenantes communautaires à toutes les phases du processus de recherche. Ces projets de recherche portent sur les recherches à méthode plurielle et portant sur des points de vue multiples afin de ménager un espace accueillant pour les perspectives multiples. La Dr Anucha a joué un rôle de leadership intellectuel au sujet de trois grandes initiatives à financement externe, le travail social au Nigeria, la conjonction des Actu pour les jeunes et le programme YouthRex, échange en recherche et en éducation pour les jeunes, ce qui lui a donné des possibilités d'apprendre et de comprendre comment collaborer équitablement avec une alliance large et multisectorielle de parties prenantes pour s'attaquer aux problèmes complexes d'équité d'accès au niveau local et mondial. Bienvenue, Dr. Anucha. Je suis très heureuse d'inaugurer cette conversation. Nous savons que les transitions de l'école au milieu de travail, c'est un processus vital dans la vie d'une jeune personne et ce panel a été constitué à cause de votre expérience à l'appui des jeunes dans les expériences sur le marché du travail. Pourriez-vous tout d'abord nous parler de votre travail respectivement chez RuthRex, chez First Work et dans le programme ELITE, c'est-à-dire d'apprentissage expérientiel dans l'innovation, la technologie et l'entrepreneurship? Dr Anucha, YouthRex. Merci beaucoup. YouthRex, c'est le programme d'échange de recherche et d'évaluation pour les jeunes. C'est un programme implanté à l'Université de York, surtout financé par le ministère ontarien des services à l'enfance et communautaire avec des contributions de l'Université York. Notre mission consiste à réunir des données probantes sur les pratiques d'évaluation, à les rendre accessibles afin de favoriser l'essor du secteur des services aux jeunes en milieu communautaire en Ontario. L'un des services les plus importants que nous fournissons est un répertoire de ressources sur les connaissances qui comporte plus de 600 ressources visant à rendre ces ressources plus accessibles pour les jeunes candidats à l'emploi. Bien souvent, les recherches démontrent que les jeunes ne peuvent pas avoir accès aux savoirs détenus dans les institutions. Dans notre répertoire, on trouve des recherches rendues accessibles. Nous résumons en 2 pages des articles universitaires. Il s'agit donc de conclusions de projets de recherche qui sont susceptibles d'un suivi. Nous réunissons donc dans un seul endroit tous les éléments d'information dont les jeunes auraient besoin pour leur transition. Merci. J'ai hâte d'aller visiter ce répertoire dès après notre appel. Ensuite, Akoswa Alagaratnam, parlez-nous de First Work. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous, de représenter First Work. First Work est un organisme dont les membres représentent plus de 96 fournisseurs de services d'emploi en Ontario, dont la plupart sont au service des jeunes. Nous réunissons des fournisseurs de programmes pour les jeunes et des services d'emploi, des dirigeants d'entreprises, des universitaires et des représentants de pouvoir public afin de mettre au point une solution évoluée pour l'emploi des jeunes. Notre objectif et le cœur de notre mandat consiste à combler l'écart entre ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi et bien souvent le plus vulnérables, d'une part, et d'autre part, les opportunités d'emploi. Nous avons 4 principaux objectifs: la promotion des intérêts, la recherche, la formation et la convocation ou la mise en contact. Comme Uzanucha l'a dit, les recherches sont souvent inaccessibles, surtout pour le personnel de première ligne qui veulent développer leurs capacités. Bien souvent, nous nous efforçons, à partir de ces recherches, de déterminer quels sont les éléments pratiques que nous pouvons proposer et quelles sont les possibilités de formation dont nous pouvons doter notre personnel de première ligne afin qu'ils puissent mieux se mettre au service des jeunes dans notre milieu. Nous contribuons à renforcer les capacités du personnel de première ligne au service des jeunes grâce à des innovations technologiques. Je sais que nous allons entrer cela un peu plus loin, mais différentes plateformes technologiques, grâce à des communautés de pratique
pour évoquer les meilleurs moyens de soutenir les candidats à l'emploi et bien entendu, la manière de continuer à utiliser les politiques gouvernementales, notamment au niveau de leurs conséquences en matière de prestations sur le terrain. Bien souvent, les politiques qui, pour des pouvoirs publics, semblent tout à fait inédites, peuvent sembler très, très différentes lorsqu'elles sont mises en pratique. Les recherches que nous accumulons et que nous diffusons sont fondées sur l'écoute et l'amplification des voix des jeunes et la diffusion des voix des experts en première ligne et les points de vue des employeurs quant à la création d'itinéraires de talent. Merci à Koswa. Vous avez mis en lumière certains des grands thèmes qui ressortent de l'exposé de Rachel et qui figureront certainement en bonne place dans notre entretien. Ensuite, Dr. Azecida, le programme Élite. Non, vous êtes en sourdine. Merci. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Je vais vous donner un bref instantané du programme Élite. Élite est une abréviation de apprentissage expérientiel en innovation et en technologie en entrepreneurship. C'est un programme à destination des jeunes noirs. Il crée des occasions pour les jeunes d'acquérir une expérience dans différents secteurs universitaires, industriels, et nous nous concentrons sur la STEAM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Surtout pour les jeunes noirs âgés de 15 à 22 ans. Il s'agit d'élèves du secondaire et d'étudiants qui sont sur le point d'achever leur troisième ou quatrième année à l'université. Cela crée des possibilités de vivre ce qu'ils vont constater à l'extérieur une fois qu'ils seront candidats à l'emploi. Ou pour les élèves du secondaire, ils acquièrent une expérience des études postsecondaires. Voilà ce que nous créons, des possibilités d'acquérir des expériences en milieu professionnel ou universitaire, de concert avec des professeurs noirs qui peuvent devenir des mentors pour eux, ainsi que des leaders de l'industrie qui peuvent les aider à réaliser leur transition dans les secteurs qui les intéressent. Voilà l'action du programme Élite. Il soutient ces jeunes noirs et leur donne une expérience pratique afin qu'ils puissent savoir quoi faire lorsqu'ils sont à l'extérieur. Un autre aspect du programme Élite qui est très, très intéressant, c'est que nous avons une série d'encadrements qui nous permet de conseiller ces jeunes afin qu'ils puissent s'y retrouver face au racisme anti-noir qui est prévalent. Nous leur donnons les outils pour gérer ces problèmes lorsqu'ils sont face à face avec eux en milieu de travail ou dans le secteur postsecondaire. Voilà certains des éléments que le programme Élite propose aux jeunes noirs, tout en les informant sur certains aspects de l'entrepreneurship. Ce n'est pas tout le monde qui veut aller au secondaire et entamer des études postsecondaires. Donc, cela leur donne les moyens de connaître certains des aspects de l'entrepreneurship, certaines des compétences. Ils en ressortent avec des idées innovantes, par exemple, tirées de l'expérience qu'ils ont vécue pendant la formation ou l'expérience d'apprentissage. Eh bien, nous pouvons également les soutenir pour parvenir à la création d'une entreprise jeune pousse. C'est essentiellement ce que notre programme propose aux jeunes noirs dans ces groupes d'âge. Merci beaucoup, Dr. Desita. C'est vraiment extraordinaire. Je me rappelle avoir entendu parler du volet d'encadrement du programme, l'importance attachée au bien-être mental des jeunes. C'est un élément très important. Et compte tenu des différentes façons dont nous pouvons soutenir les jeunes dans l'établissement de passerelles entre l'école et le travail. Merci pour ces survols vraiment exceptionnels. Alors, en songeant à notre question suivante, les voix des jeunes, d'après vous, qu'est-ce que les jeunes considèrent comme étant la priorité critique pour améliorer le système
de formation et le soutien de leur d'acquisition de compétences et le soutien de leur transition de l'école au milieu de travail. D'après vous, quelles sont les priorités critiques pour les jeunes? Bon, pour répondre à cette question, parce que chez First Work, nous avons un conseil des jeunes qui anime des projets à l'initiative des jeunes. Et cette question a été posée précisément à un groupe de réflexion. Pour les jeunes, de toute évidence, c'était l'accès à des ressources de qualité en milieu d'emploi. C'est une priorité pour les jeunes. Il existe une multitude, une surabondance de programmes de formation à des compétences, que ce soit les micro-diplômes ou euh, le système d'éducation postsecondaire proprement dit, mais avoir accès à des formations gratuites, faciles d'accès pour le recyclage et l'acquisition de nouvelles compétences n'est pas toujours facile. Et pour les jeunes euh, dont nous défendons généralement les intérêts, ce sont des jeunes qui n'ont pas nécessairement accès à Internet, à des ordinateurs et par conséquent aux ressources en ligne pour accéder à ces services. Bien souvent, il faut qu'ils accèdent à des services d'emploi dans des bibliothèques ou dans d'autres endroits qui proposent des ressources gratuites. Ça a été une priorité de premier plan pour améliorer le système de formation, l'acquisition de compétences, comment améliorer l'accès. Et à un autre niveau, il y a la possibilité de réseautage. Les occasions que l'on acquiert en université au niveau de l'établissement de contact avec des professeurs, avec des intellectuels de grand talent, avec des livres qui peuvent vous ouvrir des postes pour votre carrière future. Tout cela n'est pas accessible nécessairement pour les jeunes qui ne participent pas au système postsecondaire. Comment pouvons-nous leur donner la possibilité d'accéder à des réseaux, d'accéder à des ressources? C'est un élément qui a été évoqué de manière critique afin d'assurer que le système de formation, c'est une formation très pratique. Nous le voyons dans les programmes d'apprentissage, d'apprentis, mais la disponibilité des postes d'apprentis est inégale, voire inexistante dans plusieurs carrières à certains stades. Comment donner aux jeunes la possibilité d'explorer une carrière? Cela se fait au secondaire à un niveau très minime. Comment pouvons-nous développer cela? Voilà certains des éléments critiques que les jeunes ont exposés. Merci à Causois d'avoir signalé la nécessité de proposer des ressources de qualité et l'importance du réseautage. D'après vous, Dr. Décida, quelles sont les priorités clés pour les jeunes dans le programme Elite? D'après les commentaires de nos jeunes, il ressort que, bon, je vous vois, dit un jeune en tant que professeur de chirurgie, faisant ce que vous faites, je n'avais jamais pensé que c'était possible pour moi. Donc, quand on joue un rôle de mentor, quand on leur montre comment s'y prendre, comment s'y retrouver, il est beaucoup plus facile pour eux d'envisager que cela se produise dans leur propre existence. Le simple fait de voir, de toucher, de vivre ces expériences et que quelqu'un qui leur ressemble leur dise que c'est à leur portée, ça peut faire une grosse différence. Ça a vraiment dessillé les yeux de bon nombre des jeunes qui travaillent dans mon laboratoire de recherche, voir les réseaux auxquels j'ai pu les présenter, sur lesquels j'ai pu les brancher. Ils ont constaté que ça peut se faire, il y a des façons de le faire. Ça les a beaucoup aidés. Ça leur a fait découvrir un écosystème dans lequel il y a d'autres personnes qui leur ressemblent. Alors, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Cela a fait une grosse différence pour la majorité des jeunes. Le programme fonctionne depuis 2 ans. Nous en sommes à notre deuxième année. Il semble que le nombre de demandes augmente. Voilà donc la conversation que nous avons tendance à avoir. Je ne, je- je ne savais pas que ce serait possible, nous dit-on, parce que maintenant vous m'avez donné la possibilité de voir que cela se peut. Et il semble que ce soit le même message que nous transmettent tous les stagiaires, qu'ils aient trouvé des postes dans l'industrie, dans des organismes gouvernementaux, des laboratoires universitaires. C'est la même chose.
Maintenant, je peux me voir faisant cela parce que quelqu'un qui me ressemble le fait. Merci, merci beaucoup, professeur Adesida. C'est un message qui est vraiment très éloquent. La possibilité par l'intermédiaire de la représentation, du mentorat. Merci beaucoup. Ouzo, d'après vous, quelle est la priorité critique? Definitely, I was smiling when Kosa was talking and when Adechola was when they were saying, and I kept on nodding Oui, my je hochais de la tête en entendant euh, Akosua. Ce sont les mêmes conclusions que nous faisons dans nos recherches. Il y a une chose sur laquelle nous insistons, c'est l'importance de placer les jeunes dans le contexte grâce à l'expérience professionnelle. Il faut que ça soit contextualisé, qui peut permettre une prise de conscience du possible. Il s'agit d'expériences positives. C'est parce que le contexte de l'expérience du travail leur a permis d'élargir la notion du possible. First World est l'un des partenaires fondateurs, a également fait partie au projet en milieu communautaire. Nous faisons, par exemple, passer des jeunes des quartiers défavorisés de Jane Finch à l'Université York. Ce qu'on nous a dit et répété, c'est à quel point il était important pour eux de se trouver dans un environnement universitaire, de pouvoir imaginer qu'eux aussi pouvaient faire la même chose. Donc, les constatations de First Work sont très semblables aux nôtres. Et rapidement, pour compléter mon propos, parfois, on se dit, bon, les jeunes devraient participer à des stages, mais sans reconnaître les obstacles que cela crée. Il faut s'assurer que ces opportunités sont rémunérées. C'est très important. Cela élimine un obstacle très important. Plutôt que de demander à un jeune de faire un travail qui ne contribue pas, il peut faire autre chose qui l'aide à développer ses compétences, ce qui leur ouvre des possibilités. C'est un élément très important, la rémunération des stages. Et en particulier, pendant la pandémie, on a beaucoup parlé dans les médias de l'impact accru de la crise économique attribuable à la COVID, surtout sur les jeunes marginalisés, racialisés, noirs et autochtones. Il s'agit de priorités critiques que nous devons garder présentes à l'esprit au niveau de l'établissement de passerelles entre les études et le travail pour tous les élèves. Alors, la prochaine question, justement, en parlant de la pandémie, nous avons vu cela depuis quelques années, mais surtout pendant la pandémie, les nouvelles technologies et l'essor de la numérisation qui a bouleversé l'éducation et le développement des compétences, aussi bien pour les apprenants que pour les éducateurs. Comment ces nouvelles technologies font-elles évoluer le paysage et quels sont les domaines d'amélioration et les possibilités d'intégration d'apprentissage numérique? Commençons par Akosua. Il y a eu un volume énorme de plateformes numériques. Je me rappelle ma propre jeunesse, j'aurais voulu en bénéficier. Il y a Coursera, LinkedIn Learning, il y a les programmes de badge Microsoft et puis les programmes de réseautage comme Thousand Coffees où on peut choisir des chefs de la direction que l'on peut rencontrer, interroger sur leur parcours de carrière. Et l'autre extrémité sont les plateformes de médias sociaux comme YouTube et TikTok qui permettent de bénéficier de formations très rapides et faciles à assimiler. Il y en a par exemple sur la manière de participer aux entrevues, le coaching pour l'emploi. Mais il y a un accès accru pour l'intégration et également pour un accès plus
plus important. Les recherches ont démontré que la conjonction de l'apprentissage avec l'application pratique, c'est ainsi que l'on retient l'apprentissage, que l'on peut le mettre à profit, que l'on peut dire dans son curriculum vitae, j'ai l'expérience de tel ou tel domaine. Cela n'est pas aussi facile à trouver. Beaucoup de jeunes n'ont pas cela au bout des doigts. Lorsqu'il s'agit de technologie, bon, il y a un obstacle au premier niveau. Ce n'est pas tout le monde qui y a accès. Les obstacles à une exploration harmonieuse de la carrière. Dans certaines plateformes, il faut ouvrir une session pour pouvoir télécharger une application pour accéder à une autre plateforme. Il y a donc un certain nombre d'obstacles à l'exploration harmonieuse des perspectives de carrière. Et ceci est relié donc à l'apprentissage, la question de l'apprentissage expérientiel. Nous envisageons la conjonction de ces deux éléments dans les cas où il y a accès à des plateformes gratuites et utilisables. Toutes les plateformes, je dirais Coursera, quand j'étais jeune, c'était gratuit, mais ce n'est plus complètement gratuit. Ça existe partout. Alors, comment est-ce que nous pouvons rendre cela aussi accessible que possible pour tout le monde? Et ça va dans les deux sens. Parce que si vous faites partie d'une entreprise très riche qui peut sensibiliser vos jeunes, c'est très bien, mais souvent, ce sont les organisations de services communautaires que je représente qui vivent d'une subvention à l'autre. Et bien souvent, il y a des projets qui sont basés sur le financement dont ils disposent pour accéder à différents soutiens. S'ils ne disposent pas de ces ressources, les personnes qui cherchent à accéder à ces ressources sont limitées. Voilà où je vais m'arrêter. Merci beaucoup. C'est une note positive. Je crois que vous exposez les différents niveaux qui représentent des obstacles. La numérisation. Bon, au niveau de la STEAM, comment voyez-vous que la technologie fait évoluer le paysage? Bon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait qu'il faut éliminer les obstacles. Essentiellement, vous pouvez interagir avec les gens dans le monde entier dans le cadre de ces technologies, ce qui crée des communautés au sein desquelles les jeunes peuvent trouver des personnes qui leur ressemblent dans un autre pays et peuvent partager des idées, des perspectives et peut-être même des collaborations qui peuvent mener à des éléments qui transforment tout. Lorsque la technologie est utilisée de cette façon, c'est beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus mobilisant et beaucoup plus transformateur. Dans le domaine de la STEAM, il y a un élément que nous voyons, c'est que la bibliothèque est vraiment au bout des doigts. Nous pouvons lire, il y a beaucoup de volumes qui sont disposés dans un espace virtuel et on a accès à ces sciences et technologies et vous pouvez lire tous ces éléments et vous informer au sujet de ce que vous voulez faire ou explorer dans le laboratoire ou dans le cadre des partenariats que vous avez avec vos mentors et l'industrie, par exemple. Ceci a créé un espace dans lequel vous pouvez vous mobiliser sans les frontières. Dans mon domaine de travail, dans la chirurgie, par exemple, le simple fait de pouvoir améliorer, donc, par exemple, la rapidité dans les jeux, la dextérité, cela améliore vos compétences techniques. Si vous jouez à des jeux, cela aide beaucoup au niveau de certains éléments de dextérité qui sont utiles dans l'intervention chirurgicale. Donc, la technologie a été très, très utile et a joué un rôle vital
pour certains des jeunes avec lesquels j'ai travaillé. Alors, je le vois bien souvent. Ça a été formidable d'avoir ces collaborations. J'apprécie beaucoup donc l'élimination des frontières et les compétences transférables, comment la dextérité peut être améliorée pour l'intervention chirurgicale. C'est fantastique. Ouzo, comment voyez-vous que la technologie change le paysage? I'm happy that when you ask the question, you included not just for you, but also for whether it's youth workers, educators, professionals, because we also do have work to do in that area. Nous travaillons beaucoup dans ce domaine. To the points that Akosa and Donc, Detola have already made. This is an area where it's il also s'agit d'un domaine an opportunity où to ça nous donne la possibilité de reconnaître kind of build on the competence of et de développer les compétences des jeunes, who are just more amazing. car il y a beaucoup de jeunes qui sont extraordinaires, qui s'y connaissent très bien dans les nouvelles technologies, mieux que les adultes. Ce sont des domaines où il est possible donc d'établir des liens qui leur seront très utiles. Ça me fait sourire parce que je n'ai pas eu un téléphone cellulaire jusqu'à la pandémie. J'ai commencé à utiliser un téléphone portable en 2020. Les gens lèvent les yeux au ciel. Et maintenant, je découvre avec émerveillement toutes les applis et mes enfants me disent, mais tout le monde le savait sauf toi. Donc, la technologie offre toutes sortes de potentiels, mais il faut également songer au potentiel des jeunes, potentiel de mener. Il y a un programme très cool que l'une des bibliothèques publiques propose, dans laquelle on met au contact les jeunes, la technologie. C'est presque comme une deuxième langue pour certains jeunes. Il faut également se rappeler les obstacles que certains jeunes peuvent devoir surmonter. Dans certaines écoles secondaires, il y a toute la technologie. Ce ne sont pas les écoles publiques qui sont égales. Et quand ils fréquentent une école publique et le matériel est désuet, inopérant, cela paraît une injustice. Il est difficile, sans moyens technologiques, de communiquer avec le reste du monde. Je crois que nous devons porter attention à la technologie, porter attention aux possibilités pour les jeunes de contribuer. Merci beaucoup. Je crois que c'est une excellente synthèse de ce que nous entendons depuis le début de cette conversation au sujet de l'équilibre à établir entre les éléments positifs, les avantages d'une part, mais d'autre part, la nécessité d'éliminer les obstacles et d'assurer l'égalité des possibilités pour tous les apprenants. Notre discussion a été vraiment formidable. Je sais que la boîte de dialogue déborde de questions. Je vais y jeter un coup d'œil rapide pour voir s'il y en a que nous pourrions poser à nos participants. Il y a une question au sujet des écoles. Les écoles en font-elles assez pour évaluer et développer les compétences sociales et affectives? Je sais qu'on a parlé de toutes les expériences que les jeunes peuvent vivre dans la transition entre l'école et le travail. Adetola, qu'en pensez-vous au niveau des résultats qu'obtiennent les écoles en matière de compétences sociales et affectives? D'abord, cela dépend de l'école. Ce ne sont pas toutes les écoles qui sont égales à ce niveau-là. Je dirais que sur la base de mes contacts avec les cohortes de jeunes noirs, je pense que l'on n'en a pas fait suffisamment. D'après certaines des conversations que j'ai eues avec certains de mes stagiaires, la représentation représente un élément important et c'est quelque chose qui représente un problème historiquement et qui continue de représenter un problème. J'ai été formé au Royaume-Uni. L'une des toutes premières choses que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait peu de gens qui me ressemblaient dans les postes parmi mes enseignants.
il semble que c'est toujours la situation, c'est toujours l'état de choses aujourd'hui. Donc, je crois que nos écoles doivent vraiment avoir une représentation très diversifiée, que ce soit dans le domaine de la STEAM. Je crois qu'il n'est pas nécessaire que ce soit concentré sur dans un domaine en particulier. Il faut que ce soit généralisé de façon à ce que lorsque les jeunes voient des gens qui leur ressemblent dans ces postes, c'est facile pour eux de dire je pourrais faire cela. Donc nos systèmes scolaires doivent vraiment s'améliorer à ce sujet. Et je suis dans un milieu universitaire, je suis le seul professeur noir dans ce département de chirurgie. Alors, et les gens sont étonnés. Comment êtes-vous parvenu? Donc, ça, c'est une chose que nous pouvons améliorer au niveau de l'élaboration des politiques. Et donc, je crois que c'est une question qui doit être prise en charge. Mais nous devons également créer des outils, donner aux jeunes des outils. Ils doivent apprendre comment gérer les émotions que tout cela engendre. Et ce que nous faisons dans le programme Élite, par exemple, nous avons un espace, vous pouvez entrer dans cet espace, apprendre certaines de ces choses qui vont vous donner les compétences, qui vous positionneront. Et si vous ne savez pas dans le programme Élite, si nous n'avons pas les ressources dans le programme Élite, par exemple, pour les aider, nous savons peut-être, nous avons notre réseau, nous connaissons peut-être quelqu'un qui peut les aider et nous les adressons donc à cette personne qui peut leur montrer que les jeunes peuvent devenir ce qu'ils veulent devenir. Donc, on leur donne les outils nécessaires pour gérer certains des facteurs négatifs, pour apprendre à les gérer. Ça, c'est très utile. Il y a autre chose que j'aime bien préciser, c'est que je crois qu'il est tard dans le système scolaire pour... Ce que je veux dire, c'est que on apprend tout ce qu'il faut apprendre à l'école. Et puis, à ce moment-là, après, on apprend comment demander un emploi. Je crois que ce n'est pas le bon ordre. Apprendre ce que c'est qu'un emploi, ça devrait faire partie de l'éducation, des études dans les écoles. Il faut que ça soit intégré. L'entrepreneurship doit être intégré dans le système scolaire. Tous ces éléments doivent être présents. À présent que les jeunes sont sur le point de finir leurs études, ils apprennent cela. Je crois que ce n'est pas le bon ordre. Il faut qu'ils disposent de tous les outils dans les écoles avant de commencer à postuler. Donc, je crois qu'il faut qu'on commence à songer à inverser l'ordre de ces éléments de manière à ce que lorsque les jeunes parviennent à ce stade de leur vie, ils soient prêts, ils sachent quels sont les obstacles, quels sont les défis et comment s'y retrouver dans ces passerelles, dans ces itinéraires. Alors, notre système scolaire, je pense, ne répond pas aux besoins des jeunes à cet égard. Et il faut que nous changions certaines de ces dynamiques. Merci d'avoir partagé ces éléments importants. À quoi soit, je vois que vous hochez la tête. Je voulais juste ajouter que tout ça, c'est correct à tant de niveaux, mais l'élément clé, c'est que les fournisseurs de services d'emploi sont financés par les pouvoirs publics, les conseils scolaires sont financés par les pouvoirs publics. Pourquoi n'incombe-t-il qu'aux écoles de faire en sorte que cela se produise? Pourquoi pas une approche intégrée? Quand on parle de développement communautaire, c'est ce que les fournisseurs de services proposent. Ils proposent des compétences interpersonnelles. Quand on parle de la constitution d'un curriculum vitae, l'encadrement et les compétences transférables, un jeune a animé un club étudiant, qu'est-ce que cela veut dire au niveau de l'amélioration des compétences verbales, du leadership, de la communication? Alors, les fournisseurs de services communautaires ont souvent essayé de collaborer avec les écoles au meilleur de leurs capacités. Je crois qu'il faut qu'il y ait, parfois les initiatives des gouvernements, parfois des initiatives des communautés,
il faut qu'il y ait davantage d'intégration dans la communauté pour assurer que vous soutenez, que vous fournez des compétences complètes, des programmes complets, sans attendre que les jeunes aillent à la recherche. Parce que l'accessibilité, ça part de là. Quand vous rompez le contact avec les jeunes, quand vous démobilisez les jeunes qui quittent le secondaire, qui n'arrivent pas à l'université, comment les mobiliser à un moment aussi vital afin que les services puissent être dispensés? Et pour répondre à ce que disait le professeur Adessola, il faut que ça commence plus tôt. Je pense que ça commence en 10e année, la préparation de carrière. On devrait parler des compétences interpersonnelles, de l'importance de la communication beaucoup plus tôt dans la vie des jeunes, parce qu'une étude récente menée par Soceric et Environix auprès des employeurs, et les chercheurs, les enquêteurs concluent que les employeurs préfèrent embaucher une personne qui a d'excellentes compétences interpersonnelles et la former au plan technique plutôt que l'inverse. Parce que parfois, en fonction du poste, c'est plus facile. Parce que trouver les gens qui ont des compétences interpersonnelles, c'est tellement plus difficile. Ce sont des éléments absolument essentiels, surtout quand on parle des politiques et du rôle des gouvernements dans l'orientation de l'éducation. Ouzo, une question apparentée. Je songe à Utrecht et aux recherches et aux compétences différentes dont on parle. Est-ce que vous voyez un déphasage entre les compétences que les élèves acquièrent dans leurs études et la réalité du marché du travail aujourd'hui? Je suis d'accord avec les deux dernières interventions, mais nous ne devrions pas être trop prompts à excuser les employeurs quand ils disent les compétences interpersonnelles sont plus importantes que les compétences techniques. Qu'entendent-ils par là? Les compétences interpersonnelles de qui? Comment définissent-ils cela quand ils parlent de l'adaptation, de la capacité de s'intégrer? Une des façons dont le marché du travail entretient la discrimination, c'est la notion de la capacité d'intégration. Capacité d'intégration, ça veut dire qui vous ressemble. Mais je ne dis pas que ces compétences interpersonnelles ne sont pas importantes. Mais parfois, même si on possède toutes les compétences, même si l'on a, s'il n'existe pas de moyen de développer, de déterminer qui a le droit d'être présent ou peut se retrouver exclu. C'est cela. Qu'est-ce que nous entendons? Comment définissons-nous cela et quelle définition? La définition de qui utilisons-nous? C'est une considération très importante. Nous avons vécu une heure absolument enrichissante et inspirante. Merci à Koswa, Adetola et Ouzo pour vos aperçus. Notre conversation n'est pas achevée parce que nos panélistes participent à la réception de réseautage dans quelques instants. J'encourage les participants, si vous pouvez rester pendant encore une demi-heure, il y aura des séances en petits groupes dans lesquelles on peut approfondir certaines de ces questions, certaines des questions que vous avez posées dans le cadre de notre discussion. Il est 14h01. Je sais que nous allons marquer une brève pause de rafraîchissement. Donc, restez dans cette salle Zoom. Nous allons revenir et nous répartir en petits groupes animés par chacun de nos panélistes. Vous allez passer les 30 dernières minutes dans cette salle en petits groupes. Nous n'allons donc pas reprendre cette séance plénière. Je vous remercie pour votre temps et pour les perspectives extraordinaires que vous avez apportées à cette conversation. Je sais qu'il y aura une conversation formidable qui aura lieu dans les séances de petits groupes. Donc, après cette pause de 5 minutes, nous allons poursuivre la conversation. Merci.